Bonjour à tous, Jean-Charles Kant. Il est 11h02, je vais commencer le webinaire. Donc c'est un webinaire qui est dans le cadre d'une série de webinaires organisés par la CCI qui s'appelle 30 minutes pour mieux comprendre et donc orienté sur le télétravail. Peut-être quelques mots me concernant. Alors, je m'appelle Jean-Charles Kant. Je suis dirigeant de la société Avis2C. J'ai été RSSI pendant 6 ans. Alors, RSSI, ça veut dire responsable sécurité des systèmes d'information. Et actuellement, je fais un travail de conseil en stratégie, sécurité et gestion de projets informatiques. Et je suis par ailleurs référent cybermenaces auprès de la police judiciaire. 3 mots rapides sur la structure Avis2C. Donc, c'est une partie sur de la gouvernance informatique, donc aider les DSI à réaliser leur schéma directeur, à faire des études sur des problématiques qui peuvent être très ouvertes, des optimisations de processus à l'ITIL pour ceux à qui ça parle. Au niveau sécurité, c'est de l'analyse de risque plutôt orientée EBIOS de l'ANSSI, avec ce qui s'ensuit, politique de sécurité, plan de continuité, plan de sensibilisation. Au niveau gestion de projet, c'est d'une façon assez classique, prendre un projet au début avec l'analyse des besoins, le cahier des charges, sélection de prestataires jusqu'à la mise en condition opérationnelle. Et dans un certain nombre de cas aussi, la capacité à réaliser des audits et des états des lieux. Voilà, alors je passe au webinaire proprement dit. Donc, le télétravail mal maîtrisé, une aubaine pour les pirates. Alors, au niveau du fonctionnement du webinaire, si chacun peut s'assurer que son micro reste éteint, le webinaire est enregistré. Il sera disponible sur le site de la CCI. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le fil de la conversation. Soit j'arriverai à les prendre à la volée, soit j'y répondrai à la fin, à la séance de questions-réponses. J'ai prévu que ça dure à peu près une trentaine de minutes et à peu près une quinzaine de minutes pour les questions pour la suite. Donc, dans le cadre de ce webinaire, on va commencer par définir qu'est-ce que c'est que le télétravail pour être sûr d'être bien sûr tous de ce qu'on en parle. Un état des lieux des risques et des menaces, et pour finir, une partie sur les bonnes pratiques. D'abord, le télétravail. Au début, les gens étaient au sein de l'entreprise, ils travaillaient à travers un réseau classique, je dirais, et ils pouvaient accéder à leurs emails, leur agenda, leur espace de stockage et leur application spécifique. Et ils étaient protégés par une sécurité périmétrique que vous voyez en bleu autour de l'entreprise, qui est constitué de différents, vous voyez un firewall avec du filtrage au niveau des types de flux. Est-ce qu'on fait passer du web? Est-ce qu'on fait passer du mail? Ainsi de suite. On va filtrer les virus. VPN, c'est Virtual Private Network. C'est des tunnels chiffrés pour des accès sécurisés. Bon, c'est un peu technique, mais en gros, globalement, il y a une sécurité périmétrique qui est organisée par la DSI pour protéger le système d'information qui est local. Peut-être pour définir ce dont je ne vais pas parler à travers le télétravail. Je ne parle pas de mobilité interne où quelqu'un peut avoir son laptop, son ordinateur portable qui va emmener dans une salle de réunion. Donc il est en capacité de mobilité au sein de l'entreprise, mais finalement il ne sort pas de l'entreprise. Je ne parle pas non plus de ce qu'on appelle le BYOD, Bring Your Own Device, amener votre propre matériel, c'est-à-dire la capacité, par exemple, à utiliser un téléphone portable au sein de l'entreprise pour accéder à des applications qui sont accessibles par le web. Et je ne parle pas non plus de télémaintenance, où des entreprises, à travers un contrat, ont une capacité d'intervention sur certains systèmes d'information de l'informatique. Donc, on parle
d'une personne, enfin d'un groupe de personnes qui vont se retrouver à l'extérieur de l'entreprise. Donc soit c'est occasionnel, c'est-à-dire ils vont dire demain je vais me mettre en télétravail, même si à 95% du temps je suis au sein de l'entreprise. Ça peut être aussi dans un cadre plus régulier parce que le métier, par exemple, de la personne est de type commercial et peut-être à 50% ou plus de son temps, elle est en dehors de l'entreprise. Potentiellement, ça peut être avec un autre matériel, donc par exemple du matériel personnel, et potentiellement avec une autre temporalité, parce qu'on va faire du télétravail le soir, le week-end, donc à l'extérieur. Après, en plus, là, on est dans une situation un peu particulière avec l'histoire du coronavirus. C'est que finalement, il n'y a quasiment plus personne au sein de l'entreprise et tout le monde se retrouve, enfin pour ceux qui ont des fonctions qui leur permettent de télétravailler, bien sûr, donc ça va être plutôt du personnel administratif et moins des gens pour lesquels le travail est plus manuel. Finalement se retrouvent à l'extérieur. Et dans certains cas, au niveau des entreprises, l'entreprise avait déjà dans ses gènes la partie le télétravail, et pour d'autres, ça s'est mis à la va-vite. Alors, on va lister quelques facteurs de risque par rapport au télétravail. Le premier facteur de risque, c'est le fait qu'il n'y ait pas de politique de télétravail, qu'il n'y ait pas eu une réflexion aboutie sur finalement qu'est-ce que c'est que le télétravail. Alors c'est généralement un document qui parle de choses générales par rapport au côté RH et il y aura une partie également informatique sur comment est-ce qu'on le met en œuvre. Un autre facteur de risque, c'est que les utilisateurs n'ont pas forcément été sensibilisés à l'aspect télétravail qui n'est pas forcément le même type de fonctionnement lorsqu'on a un service informatique qui est juste peut-être dans le bureau d'à côté. Peut-être lorsqu'on a un problème, on a l'habitude de se lever et d'aller poser la question à l'informaticien ou l'informaticienne qui est juste à côté. Là, finalement, on n'aura pas cette facilité et du coup, on va peut-être prendre des risques. Autre facteur de risque, c'est que finalement, il y a des entreprises qui disent bon, on n'a pas forcément des moyens pour fournir un poste de travail à la personne chez elle. On n'a pas forcément dans notre politique la décision de leur donner un poste de travail mobile pour qu'ils puissent travailler à distance. Et donc, on part du principe qu'ils vont utiliser leur propre matériel. Alors, ça ne veut pas dire que ça va forcément créer un problème, mais c'est un facteur de risque. Et donc, on se retrouve avec du matériel qui n'est pas forcément maîtrisé, notamment sur le plan sécurité, et qui va accéder au système d'information de l'entreprise. Un autre facteur de risque qu'on voit souvent, notamment si vous prenez le train, il y a beaucoup de gens qui passent le temps en faisant un usage personnel, finalement, d'un ordinateur, d'un bien informatique de l'entreprise. Et donc, bon, je mets l'exemple avec Netflix parce que c'est ce que j'ai vu avant le confinement dans le train, mais finalement, ne pas faire ce qu'on ne ferait pas lorsqu'on est sur son siège dans son bureau. Même si on est en mobilité, il faut conserver des usages professionnels. Un autre point également, c'est au niveau des usagers. Lorsqu'on a du matériel qui finalement se retrouve à la maison, on peut se retrouver face à des sollicitations où finalement, tiens, ton ordinateur, il marche vachement mieux, est-ce que tu pourrais nous le prêter? Ouais, non, quand même, c'est du matériel de mon travail. Si, s'il te plaît. Ok, d'accord, mais faites attention. Et puis, du coup, on se retrouve finalement avec d'autres usagers et puis tout un tas d'autres applications qui vont se retrouver sur l'ordinateur. Un autre facteur de risque aussi, c'est alors peut-être la plus organisationnelle, c'est que l'entreprise n'est pas prête à faire du télétravail. En gros, on a donné aux gens un outil, type VPN ou ce genre de choses, pour dire, ben voilà, maintenant tu peux travailler à distance. Mais finalement, on n'a pas réfléchi le télétravail. Donc, ce que les gens vont faire, c'est que pour télétravailler, ils vont peut-être s'échanger les fichiers. J'ai mis un exemple par email.
mais au final, on ne sait pas qui a la dernière version du fichier et il va y avoir des problèmes, notamment de consolidation de données. Après, il y a un autre cas où ça va plus loin, où finalement on se dit, tiens, j'ai la difficulté dans le cadre de mon télétravail de travailler sur un document particulier, hop, je vais le récupérer sur mon ordinateur. Et donc finalement, il y aura peut-être des données sensibles de l'entreprise qui vont aller se promener à l'extérieur de l'entreprise. Pour finir par un point qui est un peu plus technique, potentiellement, alors là j'ai mis VPN pour les tunnels chiffrés, mais il y a d'autres possibilités d'accéder à des données dans l'intranet. On peut faire de la virtualisation de postes de travail et ainsi de suite. Mais en gros, mon point, c'est que potentiellement, le filtrage qui a été mis en place n'est pas forcément adapté à l'utilisation qui en est faite. Ce que j'ai déjà vu, c'est notamment des filtrages qui ont été mis en place qui donnaient une certaine confiance à l'utilisateur. Or, finalement, l'utilisateur n'avait pas le niveau de formation suffisant. Et donc, il n'y avait pas une espèce d'espace tampon de quarantaine pour les données et pour les flux où finalement on allait mettre un peu plus de sécurité. En gros, les utilisateurs accédaient à travers le VPN directement à l'application qui était au cœur du système de l'intranet. Et aussi, un point d'attention qui est pour le coup assez technique, ce qu'on commence à voir se développer au niveau notamment des VPN, c'est l'exploitation de failles dites one day. Peut-être vous avez entendu parler des failles type 0D. Ça veut dire que ce sont des failles dont ce sont des vulnérabilités qui ne sont pas connues par un éditeur et donc il n'a pas eu la capacité à les corriger. Donc ça, c'est les failles 0D. Les failles 1D, c'est en gros un éditeur qui va dire sur Internet, voilà, vous qui utilisez mon produit, il faut que vous appliquiez tel patch de sécurité. Et à partir de là, il y a des structures qui savent qu'il y a une faille. Ils vont étudier le bout de code qui a été fourni par l'éditeur pour essayer de trouver quelle est la vulnérabilité. Et ils partent du principe que peut-être les services informatiques vont mettre 1 jour, 2 jours, 3 jours, 10 jours avant de mettre en place le patch de sécurité, et que si entre-temps ils ont trouvé la faille, eh ben, ils pourront exploiter, ils pourront rentrer dans les réseaux. Donc voilà, globalement, l'ensemble des facteurs de risque, et généralement, tout ce qui se retrouve là, ça fait notamment des points qui sont discutés au sein de la politique de télétravail. Alors, le CESA, c'est un club des experts de la sécurité informatique et du numérique. C'est un groupe d'entreprises dans lequel il y a des PME jusqu'à la très grosse entreprise. Et en fait, ce sont des responsables sécurité qui se mettent ensemble pour partager leurs connaissances sur le sujet. Et depuis maintenant 5 ans, ils font chaque année une enquête pour savoir ce que chacun constate dans son domaine, et ils font une synthèse qui est disponible sur Internet. Donc, ce qui est le baromètre qui est sorti en février 2020, donc par rapport à l'année 2019, ce que je vous ai mis, ils ont constaté que le nombre d'attaques était resté stable à 55%, mais qu'à 40%, ils ont constaté qu'elle a augmenté sur l'année 2019. Ceci est à mettre en regard avec les précédentes études, où vous voyez que tous les ans, ça augmente entre 40 et 50%. Donc c'est quand même une augmentation qui est très importante. Après, il y a le cas un peu plus particulier de la situation qu'on est en train de vivre avec le coronavirus. Et alors Barracuda, c'est une société parmi d'autres qui fait bon, je ne fais pas de pub, mais qui fait des outils pour suivre tout ce qui est phishing. Donc en gros, phishing, vous recevez un email dans lequel il y a un lien où on souhaite vous tromper pour que vous cliquiez dessus. Et lorsque vous cliquez dessus, sans le savoir, vous allez récupérer un malware qui va attaquer votre poste de travail s'il est vulnérable. Et donc, ce qu'eux, ils ont constaté en termes d'attaques de phishing vraiment spécifiques
au coronavirus, comme vous pouvez voir sur cette courbe, éventuellement vous voyez ma souris, c'est que jusqu'en mars, il y avait déjà des premiers pics d'attaques spécifiques au coronavirus. Et à partir de mars, là, c'est vraiment une explosion. Donc, en gros, il faut savoir que les gens qui sont côté pirate ne font vraiment aucun sentiment. Il y a tout type d'exploitations qui sont faites, et notamment tout ce qui est émotionnel. Pour eux, c'est du pain béni, parce qu'ils savent qu'il y a plein de gens qui vont qui vont se jeter dessus. Donc, ce qu'eux, ils ont constaté, c'est plus 600. En gros, ça a été multiplié par 7 le nombre d'attaques de phishing liées au Covid-19. Qu'est-ce qu'on trouve là-dedans en termes de phishing? On vous dit, voici la dernière carte à jour des virus, du nombre de décès, du nombre de personnes touchées dans le monde à tel endroit. Tous les sites qui proposent des ventes de masques et de gel, des usurpations d'identité. Donc, il y a des fausses associations ou des associations qui se font passer pour une vraie association. On vous propose de faire des dons pour la recherche. On va trouver sur YouTube des trucs du genre la chose à faire absolument, enfin quelque chose qui cherche à faire le buzz. Potentiellement, ce qu'on a vu aussi, c'est des messages qui arrivent en disant « Désolé, à cause du virus, je vous envoie ma facture en retard ». Et du coup, la personne qui reçoit le message peut comprendre la situation parce qu'il y a le problème avec le virus. Et puis, même si c'est une facture qu'elle n'attendait pas, elle voit facture en retard, elle se dit « Bon, tiens, j'ai un doute. C'est peut-être une facture d'il y a 2 ou 3 mois, je n'ai pas fait attention. » Et du coup, elle va cliquer dessus. Il y a aussi un faux Organisation mondiale de la santé qui a été créé. Enfin voilà, la limite, c'est l'imagination des pirates dans ce cas-là. Et donc, ce qu'on y trouve, c'est de l'escroquerie, de l'usurpation. Dans les chantages que je n'ai pas cités, on voit aussi des cas où les gens reçoivent des messages et en gros, on leur dit « on sait où habitent vos parents ou des proches. Si vous ne payez pas, on va aller les infecter. » Voilà, c'est le genre de choses qu'on trouve. Et donc, par rapport à la situation actuelle, c'est devenu assez sauvage tout ce qui est en train de se passer en termes de tentatives d'escroquerie, de phishing et compagnie. Donc, les principales attaques, si on devait les catégoriser, je vais les détailler après. On va retrouver tout ce qui est hameçonnage. Donc, c'est ce dont je vous parlais. On vous envoie un message, on va chercher à en faire en sorte que vous cliquiez dessus. Les rançongiciels ou ransomware, on va chercher à chiffrer l'ensemble de vos données et après, on va vous dire, si vous voulez les récupérer, il va falloir payer. Vol de données, ça va être soit, par exemple, de la donnée sensible, c'est ce à quoi on pense en premier lieu, mais finalement, il faut savoir que un compte Facebook, ça se revend tout aussi bien qu'un numéro de carte bleue sur le Darknet, et également les faux ordres de virement. Donc ça, c'est un exemple d'hameçonnage ou de phishing. C'est un exemple assez grossier qui date. Donc il faut savoir que les méthodes s'améliorent, les pirates parlent de mieux en mieux français. Donc là, c'est un exemple où finalement, vous apprenez que le gouvernement, enfin les impôts vous doivent de l'argent. Bon, déjà, vous devez vous dire, ça n'arrive pas tous les jours, mais bon. Alors vous allez lire un petit peu, on vous doit 178,80 €. On vous met quand même une petite pression parce qu'il faut quand même que vous mettiez, que vous réagissiez sous les 10 jours. Et on vous dit, il n'y a pas de problème pour procéder au remboursement, cliquez ici. Et donc là, ce qui est intéressant souvent, c'est que si vous venez positionner votre souris, mais sans cliquer, vous allez vite voir, par exemple en dessous, que vous n'allez pas aller vers un site officiel des impôts, mais que vous allez aller sur un tout autre site. Donc voilà, ça c'est un exemple assez grossier de phishing, mais on voit des phishing qui sont de plus en plus fins. Souvent dans ce genre de cas, il faut écouter son instinct.
on se dit, tiens, ce message est bizarre, ou la personne qui est normalement quelqu'un que je connais s'exprime d'une façon bizarre. Et ça doit être autant de signal pour se dire, attention, il y a un truc qui est pas bon, je vais faire attention. Ça, c'est un vieux phishing. Un qui est très récent et qui est adapté à la période. Il y a un phishing qui a été sorti par rapport à Netflix gratuit. Et puis on vous met d'ailleurs un petit peu la pression, c'est gratuit, mais si vous voyez, il reste que 228 accès, donc précipitez-vous. Donc évidemment, c'est un site qui est faux, où on cherche à utiliser Netflix pour que finalement vous alliez cliquer sur le site, récupérer une charge virale et infecter votre ordinateur. Voilà, donc utiliser son esprit critique. Et aussi l'autre conseil, c'est vérifier avec ses propres sources. Donc ne pas vérifier avec les liens qui vous sont suggérés, par exemple cliquez ici ou alors cliquez ici pour Netflix. C'est vous allez sur le navigateur internet, vous tapez vous-même Netflix et vous voyez ce que vous propose Netflix. Et là vous verrez que soit il ne vous le propose pas, soit vous faites une recherche sur Netflix gratuit sur Google ou votre moteur de recherche préféré, et puis vous allez sans doute voir quelque chose qui dit attention à arnaque. Un autre exemple que vous pouvez voir en ce moment, parce qu'on est tous un peu confinés, alors la pause s'est arrêtée, mais elle va reprendre, c'est votre colis est disponible, puisqu'on ne peut plus trop sortir, il y a certaines choses qui étaient plus accessibles. Donc voilà, vous recevez un colis disponible, il est disponible à votre, je sais plus, bureau de poste. Il suffit d'appeler ce numéro une première fois, on vous demande de le rappeler une seconde fois, puis une troisième fois. Bon, là, c'est une arnaque qui vous coûtera moyennement cher. En gros, c'est un appel surtaxé vers un pays où on va vous faire patienter pendant 20, 30 minutes jusqu'à ce que vous en ayez un peu marre. Et au final, ça vous aura coûté de l'argent. Là aussi, il faut vérifier par soi-même. Bon, dans cet exemple-là, c'est le code barre, mais ça peut être le numéro de téléphone qui est affiché à gauche. Vous allez sur le site de la Poste qui elle-même va vous dire attention, c'est un message frauduleux. Donc même conseil que tout à l'heure, utiliser son esprit critique et vérifier avec ses propres sources. Le deuxième type d'attaque, les ransomware. Donc ça vient principalement par les emails parce que c'est ce qu'il y a souvent de plus facile pour un attaquant. Mais ça peut venir aussi par une clé USB ramassée ou je sais pas moi dans un endroit, dans une conférence ou ce genre de choses, ou alors à travers un site sur lequel vous vous êtes promené. En tout cas, en gros, ce qui va se passer, c'est que vous allez cliquer sur le lien ou alors vous allez introduire la clé USB sur votre ordinateur. À partir de là, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, il y a une espèce qu'on appelle une charge virale qui va tenter de s'exécuter sur votre ordinateur. À partir de là, en gros, il y a deux situations. Soit votre ordinateur n'est pas vulnérable, soit il est vulnérable. S'il est vulnérable, eh bien à partir de là, finalement, la charge virale va s'exécuter et dans le cas du ransomware, va venir chiffrer tous vos documents. À la clé, bon ça c'est l'exemple de CryptoLocker, vous retrouvez avec un message de ce type qui finalement va vous dire en gros vos fichiers ont été chiffrés, c'est une clé privée, il faut payer juste 300 $ ou euros. Vous avez, il y a un minuteur qui se décompte 72 heures pour payer, sinon après ça sera impossible de déchiffrer. Alors, en sachant que là aussi, c'est un exemple qui est un peu ancien sur le CryptoLocker. Maintenant, ils ne prennent plus le risque de se faire payer en euros ou en dollars. Ça va être de la crypto-monnaie. Donc, en gros, on va plus ou moins vous expliquer comment ouvrir un portefeuille de crypto-monnaie, comment transférer de l'argent et après comment payer en Bitcoin ou en Ethereum, etc. Alors là, la difficulté, c'est qu'une fois que vous avez un ransomware, si vous n'avez pas des sauvegardes, il vous reste plus ou moins vos yeux pour pleurer. Il y a quand même très peu de chances que vous puissiez déchiffrer.
Il y a certains sites que je mettrai en référence à la fin. Il y en a un qui s'appelle No More Ransom, où en mettant un fichier, un de vos fichiers qui a été chiffré, vous le mettez sur le site et si vous avez de la chance, mais franchement, si vous avez de la chance, il va vous dire, oui, celui-là, il y a un éditeur qui a réussi à le déchiffrer. Voici la procédure pour récupérer vos données. Donc voilà, ne pas payer. Sachez que si vous payez, vous faites confiance à un truand qui finalement sait que vous êtes prêt à payer, ce qui est une excellente information pour lui. Donc, et puis récupérer vos données grâce aux sauvegardes. Alors, petit point sur les sauvegardes. Ce qui va être chiffré par le ransomware, ce sont les données qui sont accessibles depuis l'ordinateur. Donc, il va chiffrer les données qui sont sur votre ordinateur. S'il y a des données qui sont dans le cloud, genre sur un OVH, un OneCloud, un Google Drive, finalement, si ces données sont virtuellement accessibles, il va les chiffrer aussi. Et donc, si vous avez également votre disque de sauvegarde qui est connecté sur votre PC, il va aussi y accéder pour le chiffrer. Donc, si vous faites des sauvegardes, enfin, non, faites des sauvegardes, bien sûr, mais une fois que les sauvegardes sont faites, déconnectez votre lecteur de disque pour éviter ce genre de mésaventure. Ce qui nécessite un peu de manipulation, mais si un jour ça vous arrive, vous serez très heureux d'avoir fait ça. Petit point sur le vol de données. Donc, on a ça c'est l'image du début, on a une entreprise avec une sécurité périmétrique, et à l'intérieur, il y a des emails des personnes, du stockage, des applications. Les gens sont à l'extérieur et ils accèdent en télétravail à leurs données. Donc là, c'est ce qu'on voit. Les personnes peuvent faire une simple authentification, une double authentification, donc suivre les mesures de sécurité pour accéder à leur application dans l'Internet. Maintenant, imaginons qu'il y ait une application un peu particulière au sein de cette entreprise sur laquelle il y a eu une sécurité particulière qui a été mise en place. Donc vous voyez j'ai mis un deuxième firewall et derrière ici, vous voyez donc les données sensibles en question de cette application. Donc les gens qui sont à l'extérieur en télétravail, ceux qui ont les droits, peuvent accéder à ces données et travailler à distance. Arrive quelqu'un qui est intéressé par ces données, qui aimerait les récupérer parce qu'il sait qu'il pourra les revendre à un prix particulièrement intéressant. Il commence à étudier un peu le sujet, il se dit « Oula, c'est quand même, ça me paraît bien défendu, c'est un peu compliqué ». Finalement, il y a une deuxième option. La deuxième option, c'est voir quels sont les utilisateurs en mobilité qui accèdent, eux, à ce système d'information et donc potentiellement à cette application. Et donc, si au lieu de s'attaquer directement au système d'information, il arrive à s'attaquer à un ordinateur un peu moins protégé, par exemple par une méthode qu'on a vue avant, genre phishing, et finalement, il peut se rendre maître de l'ordinateur qui est là et par rebond, accéder aux données qui sont ici. Donc ça, c'est une façon de faire et c'est donc pour ça qu'il est important de bien sécuriser les ordinateurs en mobilité. Après, ça signifie quand même que par rebond, il accède à l'intérieur. Il peut encore mieux se simplifier la vie. Je ne sais pas si certains ont deviné comment. Potentiellement, il y a des utilisateurs qui ont vachement simplifié la vie parce qu'ils ont récupéré les données en local. Et ils se sont dit, se connecter en double facteur avec une crypto key pour accéder à l'application, c'est compliqué. Je vais faire une copie en local des données, je travaille, et puis après, je remets les données là-bas. Ça, finalement, c'est vachement plus simple pour le pirate pour récupérer les données. Donc voilà, respecter les consignes de sécurité. Et au niveau des utilisateurs, il y aura peut-être par moment des événements étranges. Des fois, il ne faut pas avoir peur d'avoir l'air un peu bête. Il vaut mieux vite revenir vers la DSI ou vers le responsable sécurité pour dire « il s'est passé un truc bizarre, je te le signale juste pour le cas où ». Et comme ça, la personne peut aller vérifier s'il n'y a pas eu un problème particulier.
Le quatrième point, c'est la fraude au président. La fraude au président, c'est un escroc qui apprend que, alors on dit au président parce que c'est quelqu'un qui est généralement placé assez haut dans l'entreprise, donc la présidente, la directrice générale. Mais voilà, il y a une information sur Facebook, Twitter ou je ne sais pas quel réseau social qui dit, là pour l'exemple, qui dit bah, je serai, alors peut-être l'exemple m'a choisi en Chine avec le coronavirus, mais je serai en Chine en septembre, pendant tout le mois de septembre. À partir de là, c'est une information qui est intéressante, qui va être exploitée par les attaquants pour créer un jeu de rôle. Et en gros, l'idée, c'est qu'ils vont commencer à établir des connexions, des contacts avec des gens de l'entreprise pour voir qui est en capacité de faire notamment des virements financiers. Et puis que les personnes qui sont en capacité de faire des virements financiers aient déjà entendu parler de ce Michel Dupont de telle banque ou qui est commissaire aux comptes ou je ne sais pas quoi d'autre. Et au moment où la personne se trouve, est censée se trouver effectivement en Chine, eh ben, les attaquants vont dérouler le jeu de rôle où ils vont se faire passer donc pour le ou la présidente en disant je suis coincé à l'aéroport, mon père vient de décéder, il faut que je rentre vite. Par contre, j'ai pas de billet, il faut que vous payiez mon billet de retour de Chine en France. Je vous envoie le RIB, c'est très urgent. Par contre, je voyage que en business class, donc c'est un peu plus cher. Mais faites vite, je reste en ligne. Voilà, ça c'est le genre de pression qui peut être mise sur quelqu'un qui est en capacité de faire des transferts d'argent. En sachant que c'est le type d'arnaque au président qui, entre guillemets, coûtera pas trop cher. J'en ai vu d'autres qui ont partiellement réussi, je dirais, où l'arnaque au président a consisté à se faire passer pour le président et à dire on a une super occasion pour racheter une boîte, surtout n'en parlez pas. Vous serez contacté par tel commissaire aux comptes, par tel avocat. Et puis, alors, j'ai eu un cas même où il disait, même si vous me voyez, vous ne m'en parlez pas. Et donc, même la personne, la comptable, n'a même pas osé en parler. Et donc, il y avait une fois un transfert de 420 000 euros et une fois un transfert de 900 000 euros. Donc, c'est des choses dont je parle parce que, heureusement, il y a eu une réaction et ils ont réussi à bloquer l'argent au niveau de la banque. Mais l'argent était parti. Le transfert avait été effectué. Donc ça, c'est le genre de cas où il faut agir très vite. Sous les 24 heures, on peut encore récupérer l'argent. Sous 48 heures, ça devient un peu compliqué. Et au-delà, ça devient, franchement, il reste vos yeux pour pleurer. Alors, pour remettre ça dans le contexte du télétravail, ça c'est un type d'arnaque qui peut se faire quand vous êtes en entreprise ou finalement en télétravail. Mais il y a, je pense que vous avez entendu parler, les deepfakes. Là, je vous mets un exemple. C'était il y a 1 an et demi, 2 ans, un deepfake qui avait été fait avec le président Obama qui faisait un commentaire à propos du président Trump. Et en fait, c'était un chercheur en sécurité qui voulait alerter les gens sur les risques du deepfake. Et donc, il avait effectivement réussi à créer le buzz et une certaine émotion en faisant passer ce message. Ce qu'il faut savoir, c'est que la technologie va quand même très vite. Et donc, finalement, faire un deepfake du président Obama il y a 1 an et demi et 2 ans, qui n'était pas forcément simple, avec un peu de techno, eh ben, 2 ans après, ça devient quand même vachement plus accessible. Et donc, pour peu que la présidente direction générale, ce soit une personne qui ait parlé sur les réseaux sociaux, sur YouTube, et en gros qu'un attaquant peut récupérer une vidéo de cette personne, potentiellement, elle peut lui faire dire à peu près n'importe quoi, et notamment, voici le RIB, faites un virement. Donc en gros, mettre en place une arnaque au président qui peut être très efficace dans un contexte de télétravail. Donc voilà, ce qui doit alerter, c'est on est face à une opération inhabituelle, un mode opératoire inhabituel, on a une pression sur un délai court et notamment on demande une certaine discrétion.
Alors, peut-être aussi un point, là vous dites, moi je suis pas comptable, ouais, ça me concerne peut-être moins. Alors effectivement, peut-être vous n'aurez pas la capacité à faire un transfert d'argent à 900 000 euros comme l'exemple que j'ai donné, mais c'est aussi un type d'arnaque au président où on se fait passer pour quelqu'un d'autre, genre je suis le technicien Orange, vous êtes à côté du centre informatique, eh écoutez, j'ai absolument besoin que vous alliez faire une opération pour moi. Donc finalement, c'est une façon de tromper et vous ne savez pas finalement quelles vont être les conséquences. Lorsque c'est un transfert d'argent, bah, bon, la conséquence est assez évidente, c'est une perte d'argent. Mais finalement, on peut appuyer sur le gros bouton rouge dans le centre informatique ou ce genre de choses également. Voilà. Ne pas hésiter à demander confirmation via un autre canal. Donc, dans le cas du président, ben, rappelez le président en disant c'est bien vous qui avez demandé ça. Et puis surtout, faire vite, faire très vite, surtout si le transfert ou l'erreur a été faite. Alors, je passe à la partie 3 sur les recommandations de sécurité pour les télétravailleurs. Donc, ça, c'est tiré d'un site qui s'appelle cybermalveillance.gouv.fr, qui est un site de référence que je vous ai mis après dans les références. Ça vient de l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. C'est en gros une structure qui est responsable sécurité pour le gouvernement français et qui fait référence avec plein de documents à utiliser, plein de références. Donc, déjà, si on a des équipements professionnels, séparer les usages. Sur un équipement professionnel, on fait qu'un usage professionnel, pas personnel. Appliquer strictement les consignes de sécurité de l'entreprise. Ne pas faire en télétravail ce que vous ne feriez pas au bureau, genre Netflix et compagnie. Appliquer les mises à jour de sécurité sur tous vos équipements. Donc surtout si vous êtes sur un équipement personnel qui accède à des données de l'entreprise. Et puis de toute façon, ce n'est pas que pour l'entreprise que vous faites ça, vous le faites aussi pour vous-même. Vérifiez que vous utilisez bien un antivirus et puis scanner régulièrement. Alors en sachant qu'il y a les scans rapides, mais de temps en temps, c'est pas mal de faire un scan complet, même s'il va prendre 1 ou 2 heures suivant tout ce que vous avez sur le poste de travail. Renforcer la sécurité de vos mots de passe. Utilisez un mot de passe pour un seul accès. Si vous avez un super mot de passe, que vous en êtes très fier, il ne faut pas l'utiliser pour les 10, 15, 20 sites, parce qu'il suffit qu'il y en ait un qui soit piraté. Les pirates connaissent très bien la technique et donc ils vont réessayer le même mot de passe sur d'autres sites pour voir si finalement ça ne va pas marcher. Sécurisez votre connexion Wi-Fi. Donc si vous êtes en Wi-Fi, vous avez plusieurs options, dont notamment ne pas mettre de chiffrement, ça c'est mauvais. Et vous avez également la possibilité de chiffrer en WEP. Alors ça, vous pouvez oublier également. Il faut prendre les 2 autres options qui vous sont proposées. Évidemment, sauvegardez régulièrement votre travail, et de préférence de la sauvegarde hors ligne. Méfiez-vous des messages inattendus et n'installez que des applications qui sont dans un cadre officiel. Ressources. Évidemment, en tout premier lieu, le support informatique de votre entreprise, qui sont les gens qui peuvent être joints et qui vont vous conseiller. Après, il y a des ressources que je vous mets à droite qui sont plus... Alors du coup, ce n'est pas vous en tant qu'utilisateur normalement qui allez représenter l'entreprise, ça va être plutôt le service informatique ou une direction. S'il faut signaler une attaque, voire porter plainte. Donc ce que je vous ai mis, le premier c'est la police judiciaire, avec un numéro 24/7 et l'adresse email de la police judiciaire sur le 67. Et l'équivalent gendarmerie, donc si vous dépendez plutôt d'un bureau de gendarmerie, lorsque vous allez au guichet, si vous ne voulez pas que la personne vous fasse des gros hurons quand vous parlez de cyberattaque, il faut demander à avoir un NTEC. Sur l'Alsace, il y en a 2, et comme ça, eux, ils savent très bien de quoi il s'agit. Et sinon, il y a une adresse email nationale par rapport à tout ce qui est cyber. Si l'incident a concerné des données personnelles, là, ça concerne la CNIL. Donc potentiellement,
au sein de votre structure, si elle est assez grande, donc au moins 10 personnes, vous avez une personne qui est responsable des contacts avec la CNIL. Il y a un délai de 72 heures pour contacter la CNIL s'il y a eu une perte de données, une modification sur l'intégrité, une divulgation par rapport à des données personnelles. Si c'est les secrets de fabrication de l'entreprise, qu'il n'y a pas de données personnelles, en tout cas, vous avez d'autres problèmes, mais ça ne concerne pas la CNIL. Et pour la CNIL, c'est qu'il s'agisse d'une cyberattaque ou d'un incident. En tout cas, 72 heures pour faire une déclaration et pas 72 heures ouvrées, même si un samedi, dimanche, c'est 72 heures effectifs. Ensuite, ce que je vous ai mis tout à l'heure, cybermalveillance.gouv.fr, qui recueille tout un tas d'informations. Alors, je vous parlais de l'ANSSI. Ce qui est bien sur cybermalveillance, c'est que c'est un côté un peu plus vulgarisé et plus accessible. Et notamment, ce qui est intéressant sur cybermalveillance, vous pouvez décrire votre problème et il va vous proposer d'aller vers un prestataire local, donc qui du coup sera payant, mais au moins il va vous donner rapidement les 3-4 entreprises qui peuvent vous aider sur le type de problème que vous avez. Internetsignalement.gouv.fr, donc ça c'est tout ce qui est illicite sur les réseaux sociaux. Donc là, vous n'avez pas forcément besoin de passer par le support informatique de votre entreprise. Si c'est sur je veux dire, si vous voyez du harcèlement, de la haine en ligne, ce genre de choses. Après, si c'est spécifique contre l'entreprise et sa communication, ça va être plus sur Internet Signalement. Et puis là, je vous en ai mis d'autres, un spécifique au phishing, un spécifique au spam, et un qui est sur les arnaques à la carte bancaire, qui est sur service public, et puis finalement la référence sur de l'ANSSI. Voilà. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors, qu'est-ce que j'ai? Comment on rentre en contact avec ce club? Ah ben, CESIN, si vous allez sur CESIN, sur votre moteur de recherche préféré. Moi, c'est en tout cas sur Google, c'est le premier qui sort, w3.cesin.fr. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont tout un tas de documentation. Là, le baromètre que je vous ai montré, c'est une documentation qui donne gratuitement en ligne et qui fournissent plein d'informations très intéressantes. Mais en gros, la réponse, vous allez voir sur Google et vous trouvez CESIN. Pourra-t-on avoir les slides? Vous pourrez avoir mieux que les slides, vous aurez l'enregistrement qui sera disponible sur le site de la CCI. Une recommandation concernant un outil de gestion de mots de passe. Alors, moi, celui que je recommanderais, c'est celui qui est recommandé par l'ANSSI, qui est KeePass. Il a l'avantage d'être une application qui est en logiciel libre, donc ça veut dire que le code source est ouvert. Tous ceux qui veulent, évidemment, qui ont les compétences, peuvent aller voir comment c'est fait. C'est régulièrement mis à jour et donc c'est validé par l'ANSSI. Donc ça, c'est recommandé. Si on utilise par exemple Office 365, on est moins exposé au CryptoLocker. Je ne saurais pas trop dire. Disons, le problème des ransomware et du chiffrement, ce qu'il faut savoir, par exemple, au niveau du chiffrement, il y a des entreprises qui ont été attaquées, leur système d'information côté bureautique a été chiffré. C'était le cas notamment de la société Fleury-Michon il y a à peu près un an. Si vous faites la recherche, vous devez trouver ça sur Google. Ils ont été attaqués et leur système d'information a été bloqué par un ransomware, donc sur toute sa partie bureautique.
Par contre, la partie production je sais pas, de saucisses et tout ce qu'ils avaient sur les sites concernés pouvait continuer à produire. Et donc, ils continuaient à produire et finalement, ils ont été obligés d'arrêter parce qu'ils ont été dépendants d'une partie, pour la partie de traçabilité, de la partie bureautique. Mais en fait, ce n'est pas toujours le cas. Il y a un certain nombre de cas où les entreprises refusent de payer parce que finalement, elles n'ont qu'une partie, en gros bureautique, alors, je sais pas moi, les congés ou les choses comme ça qui ne marchent plus, mais elles peuvent continuer à faire leur chaîne de production et finalement, elles refusent de payer. Alors voilà, ça c'est une longue histoire, juste pour dire que finalement, les pirates, ils s'adaptent. Et ce qu'ils commencent à faire, c'est des crypto-lockers qui marchent sur d'autres types de systèmes que Windows, qui marchent sur des systèmes industriels, qui marchent... Donc, pour revenir à la question, est-ce qu'on est mieux sécurisé? Je ne sais pas trop. Si vous utilisez un truc genre LibreOffice qui est moins courant, peut-être. Je dirais l'avantage d'un Office 365 ou le fait que vous soyez en ligne, c'est que c'est Microsoft qui gère les mises à jour et qui fait un suivi. Donc, j'avais fait un point au début par rapport au VPN et les risques de faille one day, c'est-à-dire une faille qui est rendue publique et qui est qui n'est pas mise à jour tout de suite par le service informatique. Si vous avez Office en standalone, donc installé directement sur les postes de travail et pas en Office 365, imaginons le service informatique dit bon, j'ai 500 postes à faire, je vais les faire petit à petit, et ça leur met un mois pour faire les 500 postes. Peut-être qu'entre-temps, on se fera attaquer par une faille one day. Alors que sur Office 365, Microsoft va faire en sorte que le déploiement du patch va être beaucoup plus rapide. Voilà. Alors après, le CryptoLocker, comme dit, hein, est-ce qu'on est moins exposé au CryptoLocker? J'ai lu des livres blancs de sociétés comme Vim. En gros, c'est une boîte qui fait de la sauvegarde. Et ils ne claironnent pas que la sauvegarde est protégée contre tous les CryptoLockers. En gros, à un moment donné, ils disent le meilleur moyen de protection contre les CryptoLockers, c'est qu'à un moment donné, vous déconnectez vos sauvegardes et quand vous voulez refaire des sauvegardes, vous reconnectez. Ça revient un peu à ça. Alors, les pirates exploitent les applications mobiles. Oui, bien sûr. C'est quand même des passoires. Généralement, il n'y a pas de système antivirus comme il peut y en avoir de façon assez logique sur n'importe quel Windows avec un Windows Defender ou un Bitdefender et compagnie. Généralement, les gens, quand ils se baladent, ils laissent ouvert le Wi-Fi, la 4G, le Bluetooth. Lorsqu'ils rentrent dans la voiture, ils disent oui, je veux la musique, donc je fais la connexion avec le Bluetooth, transférer tout mon contact, oui, je veux surtout la musique. Et donc les gens ne font pas trop attention et ils installent. Bon, il y a tout un tas d'applications qui récemment ont été enlevées du Play Store de Google parce qu'elles contenaient tout un tas de malware, de troyens. De ce point de vue-là, l'App Store est un peu mieux parce que Apple fait un peu plus attention. Mais non, franchement, on exploite facilement les applications sur... Alors, Bitwarden pour gérer les mots de passe, je ne connais pas. Je pense que c'est un outil de gestion de mots de passe, je suppose. Donc, moi, c'est vrai que je suis plutôt sur KeePass, parce qu'il est recommandé par l'ANSSI. Donc, je ne connais pas Bitwarden. Les services proposés par les antivirus gratuits sont-ils suffisants? Alors, je dirais les antivirus, globalement, ce qu'ils ont intérêt à faire, c'est quand même que ça fonctionne. Il semblerait, mais moi, je ne suis pas trop à faire de la pub, que Windows Defender se défende pas trop mal. Souvent, ce qu'il va y avoir dans une entreprise,
c'est des antivirus sur les postes de travail et des antivirus sur les flux type flux mail. Et l'idée, c'est de prendre un autre antivirus. Pardon. Mais disons, souvent, la différence entre le fait qu'il soit gratuit et pas gratuit, c'est tout un tas d'outils de gestion, notamment gestion d'entreprise, qui permettent d'aller plus loin. Globalement, l'éditeur d'antivirus n'a pas trop intérêt à donner que 80% de sa base et que sur 20%, vous soyez vulnérable, parce que qu'est-ce que vous allez faire? Vous aurez compris, vous aurez vite changé. Par contre, vous aurez plein de pubs qui vont vous casser les pieds. Bon, je dirais, vous avez intérêt à prendre un produit avec lequel vous êtes à l'aise, notamment en termes d'ergonomie. Il y a plusieurs approches dans les antivirus. Il y en a qui fonctionnent sur du comportemental, il y en a qui sont sur des bases de signature. Il n'y en a pas un qui va vous trouver vos virus à 100%. Les options payantes qui sont à utiliser, ça dépend de votre besoin. Il faut regarder ce dont vous avez besoin. Dans le cas des ransomware, si on ne paye pas, est-ce que l'ordinateur est accessible pour mettre les fichiers sauvegardés? Alors là, ça dépend du ransomware. J'ai vu des ransomware où, en plus de chiffrer les données, ils allaient dans les commandes, les systèmes 32 et compagnie, et ils viraient tout un tas de commandes. Donc, quelqu'un qui va intervenir et qui a des compétences peut même plus se déplacer dans les répertoires. Et à partir de là, en gros, un ransomware, ça veut dire que quelqu'un a eu la main, totalement la maîtrise sur votre ordinateur, et globalement, ça veut dire que vous ne pouvez plus faire confiance sur votre ordinateur. Donc, le mode opératoire, ce serait de toutes les manières de tout réinstaller. Après, soit vous réinstallez à partir des sauvegardes si vous en avez, soit vous allez sur No More Ransom et vous croisez les doigts en espérant qu'il y ait un outil qui déchiffre. Et là, vous déchiffrez, mais vous ne repartez pas sur le système qui a pu être déchiffré, parce que potentiellement, il y a un autre truc qui va vous péter au nez dans 3 jours. Vous récupérez au moins vos données, vous les passez à l'antivirus et vous les mettez sur un nouveau système d'exploitation nouvellement installé. J'ai fait le tour. Bon, on dirait que j'ai fait le tour. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, si vous sentez que vous êtes qu'il y a une attaque, oui, le premier truc à faire, c'est couper la connexion. Alors, on va dire il y a le cas de l'entreprise et il y a le cas de l'ordinateur personnel. Sur le cas de l'entreprise, ça va au-delà de juste couper, parce que c'est un peu ce qu'on vit avec le virus actuellement. C'est finalement, on va faire un travail de confinement. L'idée étant de ne pas éteindre les ordinateurs, parce que le problème, c'est que si on éteint l'ordinateur, il y a toute une partie d'information qui est en mémoire de l'ordinateur qui, du coup, ne sera plus accessible. Et donc, quelqu'un qui a les moyens et la compétence et qui veut faire une enquête, finalement, ne sera plus ou va perdre une partie des informations. En tout cas, lorsque vous savez qu'il y a des machines qui sont infectées, il faut les couper. Alors, potentiellement, au niveau d'un réseau d'entreprise, il faudra fonctionner par dichotomie. Peut-être qu'il faudra couper la moitié du réseau, puis après le quart du réseau, et aller ainsi petit à petit pour isoler les vecteurs d'infection. Est-ce qu'on peut installer un antivirus juste après? Alors, oui, peut-être en prenant un antivirus portable. Ça veut dire, évidemment, vous ne pouvez pas vous reconnecter à Internet pour charger un antivirus. Il faudrait, sur un autre ordinateur, que vous récupériez un antivirus sur clé USB. Donc, il y en a quelques-uns qui fonctionnent en portable. Alors, à l'époque, je sais qu'il y avait Housecall de Trend Micro, mais peut-être on peut en trouver d'autres. En portable, ça veut dire qu'il ne faut pas forcément l'installer, mais qu'il peut fonctionner en étant sur une clé USB.
Et du coup, en mettant la clé USB sur l'ordinateur, vous exécutez la version portable en administrateur et vous pouvez espérer effectivement trouver le vecteur d'infection. Mais ça va être vraiment au pompier. Parce que, disons, le problème, c'est que l'ordinateur restant allumé, potentiellement, il va continuer à chiffrer. Et il faut savoir que les pirates sont des bons programmeurs. Et des fois, ils arrivent à détecter qu'il y a un antivirus. Et donc, finalement, les virus jouent au chat et à la souris avec l'antivirus. Les outils de gestion de mots de passe sont-ils fiables en termes de sécurité? Je dirais, il n'y a pas mieux pour l'instant. Donc, si vous prenez le KeePass qui est recommandé, je pense que vous ne pourrez pas faire mieux en termes d'outils accessibles aux tout venants, en termes de gestionnaire de mots de passe. Après, il y a les systèmes, si vous allez dans des systèmes qui sont au secret, là, c'est des approches différentes. C'est carrément, les réseaux sont séparés, il ne peut pas y avoir de lien avec l'extérieur, et c'est aussi comme ça que la protection se fait, en plus d'avoir des mots de passe et ce genre de choses. Donc, je dirais oui, c'est ce qu'il y a de plus fiable. Après, en théorie, lorsque vous avez un gestionnaire de mots de passe genre KeePass, qui a une mise à jour qui est faite, ça veut dire que potentiellement, il y a une vulnérabilité dans le KeePass qui a été trouvée. Donc, évidemment, il faut mettre à jour le KeePass, mais potentiellement, ça voudrait dire que si quelqu'un récupère une ancienne base votre ancienne base de KeePass, finalement, en exploitant une vulnérabilité, il pourrait récupérer vos mots de passe. Donc, ça voudrait dire que vos 50 mots de passe qui sont dans le KeePass, il faudrait potentiellement les changer à chaque mise à jour, si vous voulez être vraiment, vraiment sécurisé. Ce qui nécessite une manipulation qui ne va pas être simple. Voilà. Bon, on a dépassé le temps. J'espère que c'était intéressant, que ça vous a informé, renseigné. Si par la suite vous avez des questions, il y avait mes coordonnées sur un des slides. N'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer un message ou me contacter. Et puis, écoutez, je vous remercie pour votre attention. Et puis, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci, au revoir.